On est à toi, c'est quand tu veux. Ok, alors depuis maintenant plusieurs années, les compléments alimentaires sont de plus en plus utilisés par notre société, et ce, donc pour des raisons de santé, ou bien pour améliorer sa condition physique dans un contexte sportif par exemple. Donc on remarque que les compléments alimentaires sont utilisés dans des buts bien précis, et c'est pourquoi il est nécessaire de s'intéresser plus particulièrement à leur composition. D'autre part, le lait est un aliment nutritionnellement riche, ce qui a amené mon groupe et moi à nous demander la place qu'il pouvait avoir dans la fabrication de tels compléments. Cependant, tous ces constituants ne sont pas nécessairement souhaités dans de tels compléments, et c'est pourquoi nous nous sommes demandé dans quelle mesure la méthode d'extraction de dans quelle mesure l'extraction de tels compléments pouvait être une méthode intéressante pour la production de tels compléments alimentaires. Donc, tout d'abord, je vous présenterai la méthode d'extraction qui nous a intéressés ici pour séparer les différents constituants du lait, sachant que nous sommes partis d'un lait écrémé. Puis, dans un second et troisième temps, je m'intéresserai plus particulièrement au lactose, et donc tout d'abord à détecter et contrôler sa présence dans les différents composés, puis à essayer de définir un taux de pureté du composé extrait. Donc, pour mener à bien toute cette étude, il a fallu tout d'abord extraire les différents constituants. Et donc, pour cela, nous avons commencé par extraire les protéines. Donc, nous sommes partis de 100 ml d'un lait écrémé que nous avons placé en milieu acide. Et donc, de façon à faire précipiter la caséine, puis à pouvoir la filtrer, la laver, puis la mettre à sécher. Nous avons utilisé donc le filtrat restant qui contenait d'autres protéines, et en particulier l'albumine, de façon à faire une manipulation similaire et à faire précipiter donc, le reste des protéines que nous avons ensuite pu filtrer, puis laver et remettre à sécher. Et ainsi, nous avons extrait l'ensemble des protéines qui nous intéressaient. Et dans le filtrat restant à l'issue de cette première étape globale, il restait donc les minéraux et le lactose. Et donc, nous avons continué par extrayant les minéraux. Et donc, on a continué de se baser sur la méthode d'extraction qui consiste à faire précipiter le composé étudié. Donc ici, nous avons fait précipiter les minéraux. Donc toujours pareil, on a pu les filtrer, les laver, puis les mettre à sécher. Et donc, nous avons utilisé le filtrat de cette étape de manière à extraire donc, cette fois-ci le lactose. Et donc, nous avons pour cela mis le filtrat au frigo pendant une semaine, car le lactose est soluble dans l'éthanol à chaud, mais pas dans l'éthanol à froid. Donc, au bout d'une semaine, il avait précipité. Et nous avons donc pu le filtrer et puis le mettre à sécher après avoir réalisé plusieurs lavages. Donc, à l'issue de ces différentes extractions, le filtrat obtenu ne nous intéressait plus, et c'est donc pourquoi nous ne l'avons pas conservé. Et nous avons pu donc comparer à l'issue de ces différentes étapes les masses extraites de chacun des composés par rapport aux masses prévues par l'étiquette. Et donc on observe que pour le produit donc des protéines, la masse extraite est supérieure à celle attendue. Concernant les minéraux, le rendement brut d'extraction varie entre 56% et 71,6%. Et pour le lactose, il atteint quasiment 67% avec donc 66,9%. Et donc pour la suite de l'étude, je me suis plus précisément intéressée donc au lactose. Et pour cela, j'ai cherché à montrer la présence donc, de lactose dans le produit brut extrait et identifié comme tel. Et donc pour cela, j'ai réalisé une chromatographie sur couche mince, donc que j'appellerai par la suite CCM, sur laquelle, au niveau de la ligne de dépôt, j'ai déposé 4 dépôts, un premier contenant des protéines, un second du lait, un troisième contenant du lactose en poudre commerciale et un dernier contenant le produit brut. Après réalisation de la CCM, on peut observer des taches présentes à la fois au niveau du lait, du produit brut donc, et du lactose en poudre commerciale. Et j'ai donc identifié ces taches comme étant du lactose. Cependant, on observe des taches subsidiaires au niveau du produit des protéines et du produit brut. Et j'ai identifié donc, ces deux taches comme appartenant très certainement à la molécule de galactose ou de glucose, donc deux molécules qui peuvent être issues de l'hydrolyse du lactose.
Donc après réalisation de cette CCM, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres sucres présents donc, dans le produit brut identifié comme étant du lactose. Et j'ai donc réalisé une seconde CCM sur laquelle, au niveau de la ligne de dépôt, j'ai ajouté des dépôts donc, de glucose, galactose et saccharose. Et on peut observer que les tâches faites par ces trois sucres sont plus hautes que celles faites par le lactose et le produit brut. Et c'est donc pourquoi j'en suis venue à la conclusion qu'il n'y en avait pas vraiment, ou alors c'est que dans la première CCM, il était issu donc, de l'hydrolyse du lactose. Cependant, après avoir réalisé la première et la seconde CCM, on observe des taches subsidiaires au niveau de la ligne de front des différentes CCM qui sont colorées en jaune, donc comme les glucides. Et je me suis demandé si c'était d'autres sucres qui étaient présents ou alors si c'était dû à autre chose. Et pour cela, j'ai réalisé donc une troisième CCM pour laquelle j'ai changé de révélateur. Et donc, après réalisation de cette troisième CCM, on remarque que les glucides réagissent de manière violette, alors qu'au niveau de la ligne de front, les taches sont incolores. Donc, j'en ai déduit que les taches présentes au niveau de la ligne de front devaient provenir de l'éluant. Donc, après m'être intéressée à la présence de lactose donc, dans le produit brut, je me suis demandé ce qu'il en était dans les autres composés donc extraits comme étant des protéines ou des minéraux. C'est pourquoi j'ai réalisé une quatrième CCM. Et après l'avoir réalisé, on peut observer des taches présentes à peu près à la même hauteur pour l'ensemble des dépôts. Donc la caséine et l'albumine sont deux protéines, donc les deux protéines extraites, et donc les minéraux. Et on peut observer, et donc j'en ai déduit que ces trois composés contenaient du lactose, donc ils étaient impurs. Et cela peut être donc une partie de l'explication de la masse extraite en protéines supérieure à celle attendue. Donc, en conclusion de ces 4 CCM, on peut détecter la présence de lactose dans l'ensemble des composés extraits, donc 3 types, donc le lactose, les protéines et les minéraux. Et afin de confirmer la présence de lactose dans le produit brut identifié comme tel, j'ai envoyé une partie du composé extrait en spectroscopie RMN et j'ai pu obtenir ce spectre-ci. Et après l'avoir analysé et comparé donc avec les protons présents sur la molécule de lactose, j'ai pu donc identifier certains des signaux correspondant à certains des protons de la molécule de lactose. Cependant, on observe certains signaux qui subsistent comme étant non identifiés sur le spectre et également au niveau des intégrations sur la flèche verte du spectre et donc sur les protons des carbones entourés en vert. L'intégration au niveau du spectre est supérieure au nombre de protons présents sur la molécule. Donc, il y a très certainement des impuretés dans le produit brut extrait comme étant du lactose. Et c'est pourquoi cela m'a amené à me demander quelle était la pureté en lactose du produit brut identifié comme tel. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, je me suis basée sur une des caractéristiques du lactose qui est son pouvoir rotatoire, car c'est une molécule chirale. Et pour cela, j'ai réalisé une étude par polarimétrie. Donc pour commencer, j'ai réalisé une gamme de solutions étalons à différentes concentrations en lactose, en poudre commerciale au début, de façon à mesurer le pouvoir rotatoire de chacune de ces solutions au polarimètre et de pouvoir tracer grâce à un code Python un nuage de points correspondant au pouvoir rotatoire de ces solutions en fonction de la concentration en lactose. Et après avoir réalisé ce nuage de points, on observe que les points sont globalement alignés, ce qui viendrait confirmer la loi de Biot qui nous donne la proportionnalité entre le pouvoir rotatoire et la concentration d'une solution. Et j'ai donc décidé de tracer une régression linéaire d'ordre 1 sur l'ensemble de ces points. Et donc après l'avoir réalisé, j'ai obtenu cette courbe. Après cela, j'ai réalisé une solution en produit brut donc de lactose à une concentration de 48 grammes par litre. Donc, c'est la valeur de l'étiquette donnée pour la concentration en lactose dans le lait. Et j'ai mesuré son pouvoir rotatoire de manière à en déduire une concentration en lactose. Et donc, j'ai obtenu 48,28 grammes par litre, ce qui est proche donc, de la valeur initiale que j'attendais. De plus, à partir du coefficient de la régression linéaire A et donc de la loi de Biot, j'ai pu définir un pouvoir rotatoire spécifique expérimental pour le lactose et j'obtiens 85,9. Cependant,
j'ai amené plusieurs critiques à cette méthode. La première étant que pour réaliser l'ensemble de mes calculs, j'ai calculé un pouvoir rotatoire spécifique du lactose moyen en fonction des proportions en lactose alpha et bêta dans le lait. Et donc celui-ci vaut 55,4. Donc on observe que le pouvoir rotatoire spécifique que j'ai utilisé est différent de celui que j'ai trouvé expérimentalement. Et il est quand même assez écarté de la valeur. Les deux valeurs sont quand même très écartées. Et pour cela, du coup, j'ai supposé que cela pouvait venir du coup, donc, de l'hydrolyse du lactose en glucose et galactose, qui sont deux molécules chirales et qui possèdent donc des pouvoirs rotatoires spécifiques différents. D'autant plus que ces molécules ont elles aussi différentes formes, alpha, bêta, etc. D'autre part, cette cette étude ne me permet pas de comparer directement la valeur en concentration en lactose dans le lait à celle que j'ai trouvée lors de cette étude, car le lait est une solution opaque et je ne peux donc pas mesurer son pouvoir rotatoire à l'aide de cette méthode. J'ai donc cherché un autre moyen d'étudier le produit brut de lactose et je me suis donc intéressée à la spectroscopie d'absorption. Donc sur le même principe que précédemment, j'ai réalisé une gamme d'étalonnage en différentes concentrations en lactose en poudre commerciale de façon à utiliser le dosage à l'acide 3,5-dinitrosalicylique qui réagit selon la réaction que j'ai écrite au tableau. Et de manière à obtenir une gamme d'étalons, mais cette fois-ci en couleur, de façon à pouvoir mesurer l'absorbance des différentes solutions et de façon à obtenir, comme précédemment, un nuage de points qui m'a permis de tracer également une régression linéaire d'ordre 1, car on possède la loi de Beer-Lambert, qui nous donne donc la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration d'une solution. Donc après avoir obtenu cette courbe-là, j'ai réalisé le protocole précédent qui m'a permis d'obtenir une gamme d'étalonnage colorée. J'ai réalisé donc ce même protocole avec une solution contenant du lait et une autre contenant donc le produit brut de lactose, de façon à obtenir deux valeurs d'absorbance, d'en déduire une concentration. Puis après rectification donc, du facteur de dilution de 500 qui m'a permis d'utiliser cette méthode, on obtient une concentration en lactose dans le lait de 52,5 g par litre et dans le produit brut de lactose de 48,5 g par litre. Et après avoir réalisé le rapport de ces deux valeurs, j'obtiens un taux de pureté pour le produit brut en lactose de 92%, ce qui est cohérent avec le fait qu'il y a des impuretés dans le produit brut que j'ai trouvé grâce au spectre RMN. Et voilà. Et après avoir étudié la présence de lactose, le taux de pureté de lactose du produit brut identifié comme tel, je me suis demandé d'où venait d'où venaient les impuretés. Et pour cela, je vais utiliser un des résultats de mes camarades qui s'est intéressé à la caséine, aux protéines. Et après réalisation de lui sa propre courbe d'étalonnage avec le dosage au burée, il obtient une concentration en caséine dans le produit brut de lactose de 0,34 g par litre. Donc c'est non négligeable dans le produit brut de lactose. Donc le lactose est impur et contient donc de la caséine. Et après m'être intéressée à la présence de caséine, donc de protéines dans le lactose, j'ai fait de même avec les minéraux et cette fois-ci en utilisant le résultat d'un autre de mes camarades qui a utilisé le test à l'oxalate d'ammonium. Donc, s'il y a des ions dans la solution, il se forme un précipité. Et s'il n'y a pas de précipité, c'est donc qu'il n'y a pas d'ions. Et donc, après réalisation de ce protocole très simple sur une solution aqueuse, donc en produit brut de lactose, on n'obtient pas de précipité. Donc, il n'y a a priori pas d'ions et donc pas de minéraux dans le produit brut de lactose. Donc après avoir réalisé l'ensemble de cette étude et de façon à regrouper également les résultats de mes camarades, je peux arriver à ce tableau-ci qui témoigne du fait que le produit, les protéines extraites contiennent bien des protéines, mais également des minéraux et du lactose. Les minéraux, quant à eux, ne contiennent pas de protéines, mais du lactose en plus de contenir des minéraux. Et le lactose contient des protéines, mais pas de minéraux, en plus de contenir du lactose. On peut donc en conclure que
Cette méthode d'extraction fonctionne bien en effet pour séparer les différents constituants. Cependant, il y a des résidus, notamment de lactose, dans les différents composés, alors que c'est un composé plutôt indésirable car une grande partie des gens y est intolérable à forte dose. Donc cette méthode d'extraction peut être améliorée. Bravo. Tu es à 14 minutes 59. La gestion du temps est parfaite.